Bonjour. Allez, c'est parti pour un nouveau live aujourd'hui. Alors, je sais pas s'il y a grand monde qui me regarde en live, mais pas très grave. Je sais que vous êtes relativement nombreux à regarder les replays également. Voilà. Par quoi commencer? Ah, salut François, bienvenue. Ravi que tu sois là. Du coup, quelques annonces pour commencer, et du coup, bah, ça tombe très bien que tu sois là, François. La première annonce, elle concerne justement We Love SEO, qui est un événement qui est organisé le 29 novembre prochain à Paris. Donc, toutes les infos sont sur weloveseo.fr pour vous inscrire, etc. Et c'est organisé justement par OnCrawl. Donc, ça tombe bien, puisqu'on a le big boss d'OnCrawl dans le chat. OnCrawl et puis Samji également qui est co-organisateur de l'événement. Et puis si vous fouillez bien, notamment si vous allez regarder dans mes dernières publications sur LinkedIn, et puis je pense que je suis pas le seul à en avoir parlé, vous allez peut-être trouver un petit code promo pour avoir 15% de réduction pour vous inscrire sur We Love SEO. Donc n'hésitez pas à venir, moi je suis ravi d'y assister encore une fois. Je pense pas avoir loupé d'édition, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est toujours un événement très intéressant qui mixe à la fois des interventions francophones et puis également des intervenants internationaux. Cette année, il y a justement un panel plutôt cool. N'hésitez pas à aller regarder le programme. C'est des gens qui sont pas forcément des superstars toutes du SEO mondial, mais pour en connaître un bon nombre, je pense qu'il y a vraiment des infos super intéressantes à aller voir. Et puis l'autre point important, c'est que bah, c'est un petit peu le dernier gros événement SEO de l'année, donc le 29 novembre. Et puis pour ceux qui seront là, bah, n'hésitez pas à venir dire bonjour et discuter. Toujours agréable de se voir en vrai. Donc ça, c'est une première annonce. Deuxième annonce que je voulais évoquer, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, alors je vous prépare en fait pour les prochaines semaines. Alors on n'a pas encore calé exactement les dates. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de mon côté, puisque pour rien vous cacher, je suis en pleine préparation de déménagement et je ne sais pas trop ce qui va advenir de ma connexion internet pour les prochains jours. Donc je sais d'où les difficultés de planifier, on va dire, ces prochaines interventions. En tout cas, dans les prochaines semaines, j'aurai le plaisir d'accueillir certaines, certaines personnes dans ce live, et notamment des développeurs un peu expérimentés, dont certains sont déjà passés sur le chat ici et que vous connaissez peut-être déjà. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous annoncerai tout ça quand le planning sera fixé. En tout cas, l'idée, c'est en plus d'avoir mes retours régulièrement sur les exercices entre guillemets qu'on fait en live, d'avoir aussi ponctuellement des interventions un petit peu en mode interview, retour d'expérience, etc. Alors on va voir un petit peu comment ça s'organise et ce que les personnes impliquées me proposent. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir vous faire bénéficier de l'expérience d'un maximum de personnes. Et puis d'avoir d'autres sons de cloche également. Puisque même si moi je vais vous parler de Python, bah, il n'y a pas que du Python dans la vie, par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Voilà pour ça. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à raconter pour l'instant. Alors où est-ce que je déménage? Eh bien je déménage dans la même ville que actuellement, c'est-à-dire à Reims. Voilà, j'en dis pas trop plus parce que le reste est privé. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir enfin prévoir ce déménagement et changer de décor, on va dire. Et puis, est-ce qu'il y aura une crémaillère SEO? Bah écoute, François, crémaillère ou pas, je pense que tu es le bienvenu ici. Tu connais l'adresse, je crois, donc voilà, n'hésite pas
à venir dire bonjour sur place. On aura des choses à voir ensemble, on va dire, ou à boire ensemble. Euh, pour arrêter les bavardages, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à travailler avec une librairie qui s'appelle Request pour faire des requêtes HTTP. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait notamment fait ce petit script-là qui va prendre en entrée une liste d'URL et puis pour chaque URL, essayer de regarder quels sont les codes réponses que ces URL-là nous envoient et puis bien s'assurer que les URL renvoient les bons codes réponses auxquels on s'attend. Juste pour vous remontrer si je trouve l'endroit où c'est censé s'afficher. Voilà, exactement. On a donc cette liste d'URL avec l'URL de départ et le code réponse attendu. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir surveiller régulièrement que, par exemple, nos redirections redirigent toujours et ce genre de choses-là. Et puis, on avait rajouté également quelques validations pour s'assurer que les fichiers, enfin les données, pardon, en entrée, désolé, je suis un peu fatigué, les données en entrée, donc, fournies par les utilisateurs, correspondent bien au format qu'on attendait. Pour cette semaine, je vous propose d'aller un petit peu plus loin que ça, donc toujours dans cette lignée-là. Récupérer les codes réponses des URL, c'est bien, mais en fait, avec cette librairie Request, on peut aller plus loin, puisque lorsqu'une URL répond en 200, lorsque c'est une vraie page web qui nous est fournie, on peut récupérer évidemment le contenu de cette page web. Alors, il y a évidemment plein de cas d'utilisation imaginables avec ce genre de logique-là. Je vous laisserai évidemment imaginer ce que vous pouvez faire avec. D'un point de vue purement SEO et basique, on va dire, on a quelques exemples qui vont être utiles à tout le monde. Par exemple, toujours dans cette lignée-là, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est par exemple un petit script qui va aller vérifier que les titles de nos pages sont bien remplis et éventuellement correspondent bien à des valeurs qu'on a désignées. Alors du coup, on va se créer un nouveau fichier dans ce projet-là. Je vais le sauvegarder tout de suite, comme ça je vais lui donner un nom. Et je vais l'appeler title, puisqu'on va bosser sur des titles. Hop. On va pouvoir se baser un petit peu sur ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire que concrètement, on va toujours avoir besoin de notre librairie request, de la librairie CSV également pour lire les fichiers en entrée, et puis on peut également a priori se servir de cette librairie pour valider le format des fichiers en entrée et donc savoir si les URL sont bien des URL par exemple. Alors, on a Stolim qui nous dit bonjour déjà. Stolim nous dit je ne peux pas trop rester, mais je dois dire bonjour et le son est fou. D'accord. Alors, j'imagine que ça veut dire que tu aimes bien le son. Je crois que j'ai déjà partagé la source des playlists que je mets en fond. C'est fourni par un ensemble de playlists, on va dire, qui s'appelle Streambeats, qui est disponible sur pas mal de plateformes, et notamment dans mon cas sur Spotify, et qui en fait sont des playlists de sons sans DRM, donc utilisables sans problème sur des streams, des vidéos YouTube, etc., sans risque d'avoir des problèmes avec les ayants droit. Donc merci encore d'ailleurs aux personnes qui sont derrière ces sons-là et ces playlists. Parce que c'est vraiment cool d'avoir ce genre de possibilités-là, et en plus effectivement avec de la musique qui est plutôt sympa, je trouve. Moi je vous avoue que depuis que je me suis mis à écouter ce genre de choses-là, y compris pendant les lives, en fait ça devient un peu mon ambiance sonore de travail. J'aime bien avoir ce genre de son où il n'y a pas de paroles et il y a des musiques plutôt sympas et plutôt rythmées, on va dire.
Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à vous servir de ça et puis, merci en tout cas à Stolim. Et je vais revenir à nos moutons. Donc, comme je le disais, on va pouvoir récupérer nos imports ici puisque c'est des choses qu'on va, réutiliser. Donc je vais simplement copier-coller ces 3 lignes-là, et puis je vais également, reprendre la structure de notre fichier de tout à l'heure, de notre fichier de la semaine dernière, pardon. C'est-à-dire, dans un premier temps, déjà une fonction main, et puis, ce magnifique appel, donc comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, l'idée avec cette fonction-là, enfin cette ligne-là, c'est en fait de bien s'assurer que lorsqu'on a un script comme ça, selon la manière dont on l'appelle, bah, tout ne se passe pas toujours de la même manière. L'idée, c'est que bah, cette fonction main, je pourrais par exemple l'importer dans un autre fichier et puis l'exécuter depuis un autre fichier. Et je pourrais également l'exécuter directement dans ce fichier-là. En mettant bien cette indentation-là, ça nous permet de nous assurer que lorsqu'on appelle la fonction depuis un autre fichier, il n'y a pas des choses un petit peu imprévues qui s'exécuteraient. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage à aller regarder le replay de la semaine dernière sur YouTube, où je pense que j'ai un peu plus clairement qu'aujourd'hui expliqué pourquoi c'est utile de faire ça. En tout cas, pour revenir à nos moutons, je vous propose d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait la semaine dernière, en ajoutant notamment l'import de la librairie ArcParse. Donc ArcParse, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais c'est une librairie qui va nous permettre de créer en fait des comment dirais-je ça, des arguments, donc des options qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on lance notre script. Donc typiquement, bah, l'option qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être la liste des URL qu'on veut avoir en entrée. Donc on en avait déjà un petit peu parlé, donc je vais passer assez vite là-dessus. Mais concrètement, la logique est un petit peu toujours la même. On va créer un objet argument parser. Hein. J'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe parce que pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, j'ai perdu énormément de temps, je crois hier ou avant-hier, à cause d'une bête faute d'orthographe dans le nom d'une variable. J'avais oublié une lettre, voilà. Et donc, ne faites pas comme moi, vérifiez bien le nom de vos variables. Ça vous évitera des prises de tête un petit peu trop longues. Donc, on a créé notre objet argument parser, et puis du coup, on va pouvoir lui ajouter des arguments auxquels on va donner un nom. Donc ici, par exemple, peut-être pas appeler ça URL, mais input, tiens, c'est un peu générique. Et puis, est-ce que je peux mettre de plus un petit message d'aide peut-être Voilà. Et puis, je vais rajouter également... Je vais mettre un peu d'indentation pour que ce soit plus facile à lire pour nous. Je vais rajouter également un deuxième argument. Que je vais appeler delay. Type égale float. Donc le type float pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà. Le type float pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est tout simplement les nombres à virgule. Donc les nombres à virgule en Python, voilà, c'est un type assez classique. Notre message d'aide, ça va être delay between requests. Vous devriez deviner ce que je veux faire avec ça. Et puis on va également fournir une valeur par défaut, par exemple d'une seconde. L'idée en fait avec cet argument délai, ça va être de s'assurer qu'on ne balance pas des dizaines de requêtes simultanées ou presque sur les mêmes sites par exemple,
pour éviter de surcharger nos serveurs, etc. et faire les choses de manière un petit peu plus douce. Maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que je récupère les valeurs de ces arguments. Voilà, donc ça c'est une structure assez classique, hein, que vous verrez dans plein d'autres scripts. On crée une variable qu'on va appeler args en général, et ensuite on va pouvoir accéder à nos arguments en mettant par exemple, je vais pas le laisser, mais si je faisais un petit args.delay par exemple, ça va m'afficher cette valeur par défaut ici. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de passer cette variable args à ma fonction main, qui elle va se charger ensuite d'utiliser les valeurs qui vont bien aux bons endroits. Alors je vois que Écribouille, à qui d'ailleurs je crois que je n'ai pas dit bonjour, bonjour Écribouille. Écribouille nous fait déjà des jeux de mots dans le chat, je ne suis pas étonné, mais très bien. Voilà pour ça. Donc, ce qu'on peut commencer par faire tout simplement, c'est s'assurer que tout ça fonctionne bien. Je vais rajouter un autre truc que je viens d'oublier et qui est quand même très très important, c'est que je vais également indiquer que cet argument-là, il est obligatoire. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'utilise pas mal les suggestions que Visual Code Studio me propose. Ça fait gagner un petit peu de temps. Et puis surtout, ça permet, comme je l'ai dit juste à l'instant, d'éviter les fautes d'orthographe, les petites erreurs d'inattention, etc. Et en plus, ça permet de s'assurer qu'on utilise les bons noms d'arguments, etc. L'autocomplétion, c'est la révolution. J'imagine que tu dis ça pour la rime, mais en tout cas, l'autocomplétion, c'est bien utile et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Je pense qu'on parlera d'ailleurs, pour aller un peu plus loin que la simple autocomplétion, on parlera prochainement également des aides comme GitHub Copilot. Donc, ceux qui ne connaîtraient pas encore Copilot, c'est basé sur les mêmes technologies que plein d'autres outils qu'on voit beaucoup passer dans l'aspect SEO en ce moment sur tout ce qui est génération de contenu, etc. Donc, autour de GPT-3 et compagnie. Et en fait, ça permet tout simplement de générer du code. Donc en gros, quand on commence à taper un petit peu de code, on va nous proposer la suite automatiquement en allant un peu plus loin que ce qu'on voit là pour l'instant, puisque ici, si je rajoute par exemple ici des choses, en fait, les suggestions qui sont là sont basées sur la documentation des librairies que j'utilise, lorsqu'elle est disponible en tout cas pour Visual Code. Copilot va aller plus loin que ça parce que lui, en fait, il est capable, par exemple, de m'écrire carrément la fonction en entier, ce qui est un peu plus intéressant, mais on verra ça une prochaine fois puisque pour l'instant, je ne l'ai pas configuré sur cette machine. Voilà. Donc, pour l'instant, histoire qu'on s'assure que tout fonctionne, donc je vais simplement réclamer un argument input qui est obligatoire et puis fournir également une valeur par défaut pour un deuxième argument. Et l'objectif maintenant, ça va être de regarder si tout ça fonctionne bien. Alors j'avais cette fenêtre ouverte que je vais fermer, tout simplement parce que j'ai travaillé un petit peu cette semaine sur les épisodes précédents qu'on a fait et notre fameux notebook d'analyse de crawl qui est presque prêt à être partagé. J'avoue que j'ai pas eu le temps de terminer, mais c'est pour très bientôt. En tout cas, pour revenir à nos moutons, donc on a notre fichier titles.py qui est bien présent. Et déjà, premier constat, si je le lance sans fournir mon argument input, je vais avoir tout simplement un message d'erreur qui me dit cet argument input, il est required. Donc en gros, le script ne se déroulera pas si l'argument n'est pas fourni. Alors à ce stade,
je peux fournir un nom d'argument qui n'a rien d'utile puisque de toute façon je ne l'utilise pas derrière. Donc si simplement j'indique Toto, le script se déroule comme prévu et puis on m'affiche un objet namespace. Alors je ne vais pas rentrer sur les détails de ce que c'est qu'un namespace, mais peu importe. Un objet namespace dans lequel je vais retrouver tous mes arguments, donc input Toto et puis délai égale 1 qui est bien ma valeur par défaut. Donc ça c'est cool. Mais évidemment ça va pas nous suffire. Le premier élément qu'on va pouvoir travailler, c'est déjà d'ouvrir notre fichier input. Donc, hop. Ça, c'est une structure qu'on a déjà dû voir ensemble, qui est relativement simple en fait. Hein, donc avec cette structure with open quelque chose as file, en fait, on va créer un nouveau bloc qui va déjà s'assurer que notre fichier existe bien. Et si c'est pas le cas, je vais recevoir une erreur et ça va mettre un terme à mon script. Alors, on verra peut-être si on a le temps aujourd'hui ou sinon une prochaine fois, comment on peut mieux gérer les erreurs et les exceptions, etc. Mais pour l'instant, ça va nous suffire. Et puis, vous avez vu que j'ai tout de suite ajouté une instruction file.close qui en réalité n'est pas complètement obligatoire lorsqu'on utilise cette structure with, puisque en théorie, la fonction close, elle est implicitement exécutée à la fin du bloc. Moi, j'aime bien la rajouter quand même parce que en théorie, tout se passe bien, comme on dit, mais en pratique, on sait que c'est pas toujours le cas. Et puis, ça reste un bon réflexe de se rappeler que c'est pas forcément une bonne idée que de garder ouvert entre guillemets des fichiers en mémoire. C'est des ressources un petit peu gâchées, on va dire. Et du coup, il vaut mieux se prendre des bonnes habitudes. Et une des bonnes habitudes, c'est de penser à fermer les fichiers qu'on ouvre. Alors évidemment, sur une machine locale comme celle qu'on a l'occasion d'utiliser pour la plupart d'entre nous, on n'aura pas de problème, ou rarement de problème de ressources sur la quantité de données qu'on va utiliser, etc. Mais puisqu'on parlera également prochainement d'exécution dans des environnements type Google Cloud ou ce genre de choses-là, on va souvent être sur des environnements où on va avoir très très peu de ressources, notamment en termes de RAM. Et du coup, ça vaut le coup quand même de prendre la bonne habitude d'économiser les ressources pour éviter d'avoir des erreurs. Du coup, cette logique-là, en fait, je l'avais fait déjà la dernière fois, et du coup, je vais pouvoir reprendre un petit peu la même structure. Donc, je vais copier-coller ce truc-là. En fait, je vais même tout copier-coller parce que ça ira plus vite. Je vais avoir quelques adaptations à faire, évidemment. La première, c'est que, a priori, ça, ce sera pas exactement ce que je vais vouloir. Et puis, l'autre point, et je vois que là, j'ai une petite erreur qui m'est suggérée, c'est qu'en fait, j'ajoute ces infos-là dans une variable qui n'est pas encore créée. Donc, je vais créer ma liste URL. Une liste vide pour commencer. Et du coup, je vais ajouter des dictionnaires à chaque fois dans mes URL qui vont correspondre tout simplement à mes lignes dans un fichier CSV que je n'ai pas encore créé. Pour l'instant, je pense que le plus facile, c'est tout simplement de créer un nouveau dictionnaire, d'append la ligne complète du CSV,
Et puis du coup, bah, on va peut-être pouvoir créer un premier fichier CSV d'ailleurs, que je vais appeler avec beaucoup d'imagination title.csv. Et je pense que dans ce fichier, je vais avoir une colonne URL et une colonne title, et ça va bien suffire pour un premier exemple. Et puis je vais peut-être aller chercher quelques exemples justement de title sur des vraies pages. On va commencer peut-être pour saluer les gens qui sont dans le chat par aller sur des sites qu'on connaît bien. Donc on prend par exemple la home de oncrawl.com. C'est quoi le title? Le title, il est là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, peut-être qu'un deuxième exemple, ça pourrait être assonance.net. D'ailleurs, il me semble, à un nouveau site depuis quelques jours, peut-être quelques semaines maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter le site de assonance.net, cette super agence de stratégie de contenu et de SEO à Reims. Un service qui vous est fourni par Écribouille notamment, et puis toute son équipe. Et du coup, le title, il est ici, agence de SEO copyrighté. Très bien. J'ai oublié. Ah, je sais plus s'il y avait des 3W ou pas, je vais retourner regarder. Ah, c'est assonance.agency maintenant, c'est plus assonance.net. Ah là là, je ne suis pas au fait des dernières actualités. Ok, en tout cas, voilà, on a nos deux petits exemples et ça va bien suffire pour aujourd'hui. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, le but, ça va être de s'assurer, lorsque je vais visiter l'URL qui est dans la première colonne, que le title que je retrouve, c'est bien celui qui est spécifié dans mon fichier. Donc, j'ai ce bloc-là qui va récupérer cette liste-là et puis l'afficher, la sauvegarder, pardon. Je peux déjà peut-être m'assurer que cette logique-là, elle fonctionne. Simplement, si je fais ça... Alors déjà, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. J'ai pas fourni le bon délimiteur. Alors, j'avais fourni un délimiteur virgule et en fait c'était des points-virgules. Donc déjà, ça me fait penser à un premier truc, c'est que je peux variabiliser en fait le séparateur de mon fichier CSV. Et typiquement, je peux là encore lui donner une valeur par défaut qui va être le point-virgule. Donc si je fais ça, en fait, je vais avoir du coup dans mon objet args un nouvel item qui va être le sep. Et du coup, je vais pouvoir ici, au lieu de délimiteur égale point-virgule, mettre délimiteur égale args.sep. Donc sep comme séparateur, vous l'aurez deviné évidemment. Et du coup, bah, ça va me permettre de choisir en fait, en fonction des projets, etc., le séparateur que je vais utiliser. Hop, et là, si je relance tout ça, ça marche bien et je peux voir que donc j'ai une liste de dictionnaires dans lequel je vais retrouver pour chaque dictionnaire l'URL et le title que j'ai fourni dans mon fichier. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, on va passer au code sérieux et aux choses sérieuses. Et du coup, là encore, on va reprendre un petit peu la même logique que la dernière fois. Je vais faire une simple boucle. Et du coup, pour chaque URL,
je vais commencer par récupérer avec request le, le contenu en fait de cette page-là. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette logique-là, c'est que, eh ben, salut Romain, avec 30 minutes de retard, mais c'est pas grave, tu pourras profiter du replay pour rattraper les quelques trucs qu'on a déjà dit. Du coup, donc ce qu'il faut savoir avec cette méthode-là, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Tac, tac, je cherche dans mes notes parce que j'avais noté des choses à dire. Ça va me revenir, c'est pas très grave. En tout cas, le problème de request seul, c'est que je vais pouvoir par exemple récupérer ce que request appelle le texte. Alors, on va faire un petit exit 0 pour n'exécuter qu'une seule itération de la boucle. Juste pour vous montrer un petit peu. Ah, voilà. On va avoir du coup un cas assez marrant. Donc là, concrètement, ce qui se passe, c'est que j'ai request qui va chercher le contenu de cette page-là. Alors, il se trouve que a priori sur OnCrawl, il y a une protection pour éviter le crawl ou le scrapping par des outils tels que le mien, et du coup, je me prends une erreur 403. Bon, c'est du coup un bon cas d'utilisation puisque ça va nous permettre de prévoir peut-être la gestion de cette erreur-là et voir comment on peut gérer ça. Mais surtout, en réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, je peux pas détailler avec request seul le contenu de cet objet texte. J'ai le code HTML de la page, mais je suis pas forcément capable facilement d'aller un peu plus dans les détails. Heureusement, il y a également une librairie sœur de request qui s'appelle request HTML. Voilà, et qui en fait est bien pratique puisque, alors on va l'utiliser, hein, vous allez voir facilement de quoi il s'agit, mais en gros, elle est en partie basée sur request évidemment, et puis elle fonctionne très bien avec request si vous utilisez déjà request à côté. Alors, elle va fournir des fonctionnalités que request seul ne fournit pas, et surtout elle va également nous fournir un parseur HTML en fait. Donc un parseur HTML, c'est-à-dire une fonctionnalité pour analyser le contenu de notre code HTML et puis être capable d'aller récupérer par exemple le contenu de telle ou telle balise, ou bien comme on peut le voir ici dans cet exemple, la liste des liens sur la page, etc. etc. Avec différentes méthodes pour récupérer ces éléments-là. Donc il y a des balises qui sont faciles à récupérer, typiquement les liens, ça va être des balises Ahref, etc. Je vais pas faire un cours de HTML, mais vous allez avoir l'habitude de ça. Et puis on va également avoir des sélecteurs, donc des sélecteurs de deux méthodes, notamment des sélecteurs CSS, et puis également des sélecteurs en XPath. Alors je pense que c'est expliqué ici. Donc on va pouvoir utiliser ces deux types de sélecteurs selon ce qui va nous arranger. Moi j'avoue que j'ai une préférence pour le XPath plutôt que le CSS, mais après chacun ses préférences. Et puis du coup un petit tip pour aller plus vite, c'est que si je fais inspecter l'élément ici dans Chrome, et je pense que ça fonctionne également dans Firefox par exemple, je peux récupérer, alors je vais peut-être en prendre un peu plus intéressant que celui-là. Voilà, prenons un titre par exemple, hop, inspecter. Donc là je vois que c'est une balise H1, et en fait si je fais un clic droit sur cette balise H1, je vais pouvoir copier le sélecteur. Donc le sélecteur, c'est le sélecteur CSS. Je peux également copier un sélecteur XPath, et puis vous voyez qu'il y a également d'autres types de sélecteurs qui existent. Et typiquement si je copie ce sélecteur XPath pour vous montrer à quoi ça ressemble, il faut que je retrouve
l'éditeur, et voilà ce que c'est. Donc typiquement, alors c'est une chaîne de caractères XPath tout à fait valable, qui ici va chercher une balise H1 qui a un objet parent dont l'ID est tutorial usage. Voilà, bon, ça n'est pas le but de ce qu'on veut faire pour l'instant, mais en tout cas c'est tout à fait opérationnel et bien pratique dans pas mal de cas. Ça peut vous permettre de facilement trouver le bon XPath, ou en tout cas vous mettre sur la voie de la bonne commande XPath dont vous avez besoin pour récupérer tel ou tel élément sur une page. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas encore cette astuce-là, et ben, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. En tout cas, nous on va avoir besoin d'installer request HTML, puisque ça va nous permettre de plus facilement traiter les objets HTML derrière. Donc on va faire comme d'habitude un petit pip install request HTML. Ah, on attend quelques secondes et on peut voir qu'il est en train de télécharger plein d'autres librairies sur lesquelles request HTML est basé. Et puis pour les plus connaisseurs, on va dire, d'entre vous, vous aurez peut-être vu passer deux librairies qui sont vraiment des grands classiques du scrapping et de l'analyse de HTML, de XML, etc. en Python, qui sont LXML et puis également Beautiful Soup, donc c'est VS4 ici, qui sont bien pratiques mais un petit peu plus complexes d'utilisation souvent que request HTML pour récupérer des valeurs ou des balises HTML dans des pages. Alors c'est un petit peu lent quand même là. En attendant, pour meubler, n'hésitez pas à faire des blagues de Toto dans le chat. Je sais que Yeka n'est pas là aujourd'hui, mais ça occupera l'espace. Moi je peux vous en faire une si vous voulez, mais je pense qu'elle n'est pas forcément très drôle. Donc je vais la garder pour peut-être la fin si vous êtes motivé. Ah, en tout cas c'est un petit peu lent. Et qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant? Bah écoutez, je sais pas. On va peut-être prendre un petit peu d'avance. Ah, ça y est, ça marche. Ok, donc c'est terminé. Je peux voir que j'ai à nouveau une mise à jour possible de pip. On fera ça peut-être plus tard. En tout cas, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je vais pouvoir utiliser request HTML. Donc, request HTML, c'est une librairie où il y a plein de choses plus ou moins intéressantes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est une seule partie de cette librairie. Et du coup, pour aller un petit peu à l'essentiel, on va dire, et encore une fois, éviter d'importer plein de choses dont on ne va pas se servir, on va importer uniquement from request HTML, je crois que c'est un underscore, oui c'est ça. On va importer uniquement la classe qui s'appelle HTML. Et du coup déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer, grâce à notre texte ici, r.text, on va pouvoir créer, au lieu de ça, une nouvelle variable qu'on va appeler tout simplement HTML, comme ça on saura ce que c'est. Alors, concrètement, ce que je fais ici, c'est que je me sers de request pour récupérer le contenu de la page, mais également toutes les balises, tous les headers HTTP, etc. Et puis ensuite, je vais du coup utiliser request HTML pour traiter le HTML à proprement parler. Pourquoi je dissocie les deux plutôt que d'utiliser, comme vous l'avez peut-être aperçu dans la documentation, la fonctionnalité intégrée à request pour aller directement requêter des URL.
C'est que en fait, même si c'est intéressant cette fonctionnalité-là, il manque quelques trucs par rapport à la librairie request seule. Et notamment, il va nous manquer, tout ce qu'on a vu, sur notre exemple de on-crawl, c'est-à-dire la gestion des status codes, des erreurs, et cetera. Concrètement, ce qu'on peut faire, c'est, hop, je vais virer ça aussi. Reprendre un petit peu notre code de la semaine dernière, et du coup s'assurer que, on a bien un status code qui est, heu, qui est bien égal à 200 et qu'on n'a pas de redirection. Donc typiquement, ce qu'on peut faire, c'est peut-être simplement copier ce code-là et voir ce qu'on peut adapter ou pas dessus. Donc ici, on a un premier cas qui est s'il y a un historique, ça veut dire s'il y a une redirection, en fait, ça ne nous va pas, puisque nous, on veut accéder que à des pages en direct. Peut-être que dans un premier temps, tout ce qu'on peut faire, c'est afficher un petit message d'erreur. Hop, et ajouter. Ok. Et puis, ici, au lieu de URL status, voilà. Donc concrètement, ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement dire s'il y a une redirection, je vais afficher une erreur qui me dit attention, cette URL là, elle est redirigée. Euh, et puis, je verrai ces trucs là, comme ça, ce sera plus court. Et puis, j'ai un deuxième cas, c'est si ce n'est pas une redirection, mais j'ai un status code qui n'est pas 200. Donc c'est un cas d'erreur pour moi dans mon usage et du coup là aussi je vais pouvoir afficher attention j'ai une erreur, l'URL machin renvoie tel status code. On peut déjà tester ce cas de figure là et comme on peut le voir, donc j'ai bien une erreur qui s'affiche pour oncrawl.com qui renvoie une 403, donc c'est pour rappel ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si je remonte ici, en fait mon script retrouve une 403 au lieu d'avoir une belle page comme celle qu'on a pu voir. On verra si on a le temps de quelle manière on peut essayer de passer outre. Et je pense notamment au fait de peut-être utiliser un user agent qui ressemble à celui d'un navigateur plutôt qu'à celui d'une librairie Python qui est d'un robot. Mais le but pour aujourd'hui, c'est surtout de tester le title de nos pages. Du coup, je vais quand même rajouter deux choses à ces erreurs-là. C'est que il faut que comment dire? Il faut que si je rencontre une de ces deux erreurs-là, j'arrête l'exécution de cette itération de la boucle. C'est-à-dire que si je reprends mon fichier d'entrée, là j'ai une erreur pour oncrawl.com, c'est pas la peine que j'aille regarder le title de cette page-là, puisque il n'y a pas de title en fait. Donc ça ne m'intéresse pas. Et pour ça, il y a une instruction dont j'ai oublié le nom, mais qu'on va retrouver facilement dans la documentation de Python.
Voilà, donc si je vais voir dans la documentation de Python, ici, je vais avoir là des explications de la structure for, et puis je pense que voilà. On va me parler des instructions break, continue et else. Alors, else, c'est un petit peu particulier, ça permet à la fin d'une boucle d'exécuter des choses par défaut, mais dans notre cas, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt break et continue. Donc break, comme son nom l'indique, casse la boucle, c'est-à-dire que si je mets une instruction break dans une boucle, ça interrompt la boucle, y compris les autres itérations, donc les autres cas de la boucle que j'étais censé traiter. Alors que continue, lui, va simplement passer à l'itération suivante. C'est-à-dire que si je reviens sur mon code, ici, si je rajoute dans mes deux cas un petit continue, ce qui va se passer en pratique, c'est que donc je vais rentrer dans ce if. Si j'ai une redirection, on me dit ok, on m'affiche mon message d'erreur, et puis ensuite on va passer à l'itération suivante. C'est ce qui est indiqué ici. Donc là, typiquement, si je reviens à mon cas, imaginons que j'arrive sur l'URL oncrawl.com, je reçois une 403. Au lieu de continuer dans mon code ce qu'on va faire à partir d'ici, l'instruction continue va me renvoyer au début de la boucle avec l'objet suivant à traiter. Voilà, j'espère que mon explication est très claire parce que moi je vous avoue que je ne me suis pas tout à fait compris. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez compris ou pas. Et puis sinon j'essaierai de réexpliquer un petit peu. Ah, c'est très clair, merci. Ça me rassure un peu. Bref, en tout cas... Ah, on a Franck qui nous dit qu'il n'a pas compris. Comment réexpliquer ça? En gros, donc là je suis au sein d'une boucle dans laquelle je vais avoir du coup 2 itérations de la boucle à faire. Dans notre cas, puisque dans notre fichier d'import, on a 2 lignes. Le cas qui se pose à nous, c'est que donc j'ai voulu afficher simplement des petits messages pour dire attention, il y a des erreurs. Mais si je n'ajoute pas cette instruction continue ici, il fallait que je réfléchisse. Ok, ça m'arrive aussi. Si j'ajoute pas cette instruction continue, tout simplement, en fait, certes, je vais afficher mon message d'erreur, mais en fait, le reste de la boucle va s'exécuter aussi. Et ici, ça va s'exécuter inutilement, puisque vu que j'ai déjà rencontré une erreur, ça sert à rien d'aller plus loin. On va en tout cas passer à la suite. Hop, je vois que j'ai un petit truc qui traîne qui sert à rien. Donc j'ai créé un objet HTML qui est capable ensuite d'aller récupérer en XPath par exemple les infos qui m'intéressent. Et je pourrais par exemple m'assurer qu'il y a bien un title par page. Donc typiquement, je vais commencer peut-être par vous montrer ce qui se passe si je fais un html.xpath de title. Voilà. Donc en gros, ce que XPath me renvoie, c'est une liste qui contient toutes les valeurs qu'il a trouvées qui correspondent en fait au XPath que j'ai trouvé. Donc il y a plusieurs manières de traiter cette info-là. On a notamment dans la fonction XPath et sa définition un argument qui s'appelle first. Donc en gros, si je rajoute un first égale true, ça veut dire que je vais m'intéresser uniquement au premier item dans la liste
qu'il m'a envoyé. Mais ici, ce que je veux faire, c'est plutôt m'assurer que cette liste-là, elle a bien une longueur qui est égale à 1. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est de me dire, si la longueur de la liste est supérieure à 1, on peut afficher je vais juste remplacer ça par des simples quotes pour être sûr que tout s'échappe bien. Donc en gros, là, l'idée, c'est que si j'ai plus de un title sur ma page, je vais m'afficher un petit message d'erreur qui me dit attention, j'ai trouvé X title sur ta page, il y a peut-être un souci. On pourrait également avoir un autre cas qui est s'il n'y a pas de title, je vais rajouter peut-être un truc qui va nous être utile. L'URL concernée, parce que sinon on risque d'avoir des questions. Hop. Ok. Donc un deuxième cas qui est afficher un petit message d'erreur pour dire attention, il n'y a pas de title sur cette page-là. Et là encore, comme tout à l'heure, en fait je peux rajouter un petit continue pour dire vu qu'on a une erreur, pas la peine d'aller plus loin, tu peux passer à l'itération suivante. Et puis pour le reste, je vais pouvoir ensuite regarder si le premier élément de ma liste, donc l'élément 0, puisque la liste commence avec un index 0, hop, moi ce que je veux faire c'est afficher uniquement des messages d'erreur. Voilà, je vais tout simplement me dire attention, j'ai pas le bon title sur telle URL. Et du coup, si j'essaie d'exécuter ça, qu'est-ce qui va se passer? On me dit attention, tu n'as pas le bon title sur assonance.agency. Et en fait, il y a un petit piège là-dessus, c'est que les trucs ne sont pas encodés de la même manière. Typiquement, si j'affiche d'abord ça, puis ça, hop, on va voir que c'est pas tout à fait les mêmes objets. Puisque là, en gros, ce que je compare, c'est une simple chaîne de caractères avec un élément title. Et du coup, il faut que je transforme mon élément title en le contenu de la balise. Alors pour ça, il y a deux manières, on va dire, de faire les choses, pardon. La première, ce serait de modifier mon XPath et peut-être, au lieu d'afficher uniquement title, d'aller un peu plus loin et d'utiliser par exemple la fonction XPath text. Donc si je fais ça, typiquement, je vais peut-être le faire à l'extérieur de la boucle parce que sinon il ne va rien se passer.
Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça va récupérer uniquement le texte de cet élément-là. Et donc ça, c'est une des solutions qu'on peut utiliser. L'autre solution, c'est d'aller regarder dans la documentation de request, pas sur request, pardon, donc dans la documentation de request HTML, le fonctionnement des objets éléments. Ils doivent être définis, je ne sais pas où, mais sur cette page-là. Je cherche. Hop, pardon. En tout cas, vous allez trouver dans la documentation comment fonctionne l'objet request, l'objet élément, pardon, et qu'est-ce que vous pouvez en récupérer. La solution facile, évidemment, c'est plutôt de récupérer directement le texte plutôt que l'élément au complet. Et ça, c'est notamment intéressant. Alors, dans le cas du title, c'est un cas simple, puisque a priori, on n'aura pas de balise HTML imbriquée à l'intérieur. Par contre, si vous utilisez la même logique pour aller récupérer des informations dans des balises peut-être un peu plus compliquées au sein même du cœur de la page, souvent vous allez avoir différents niveaux d'imbrication de HTML. Et du coup, il faut bien savoir comment sélectionner la bonne valeur, on va dire, de tout ça. Pour aller un petit peu plus loin, et on va finir là-dessus, le cas qu'on peut rencontrer également, c'est que entre ce que nous, on va avoir importé ici, et puis ce que le script va récupérer, on peut avoir des différences en termes d'encodage. Et notamment, alors c'est pour ça que c'est un peu dommage que ça marche pas avec oncrawl.com, mais notamment avec ce genre de caractères échappés ou ce genre de choses-là, selon les librairies qu'on va utiliser, c'est pas forcément interprété de la même manière, et du coup c'est pas forcément récupéré et comparable. Et pour ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est essayer de tout réinterpréter, on va dire, et tout remettre au même format. Et pour ça, il y a une des solutions simples en Python, parce que de mémoire, ça fait partie des librairies du noyau. C'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Unidecode. Unidecode, qui est une librairie donc on va pouvoir vérifier si c'est bien dans le noyau. J'ai pas l'impression en fait. Je vais du coup devoir l'installer. Et Unidecode en fait est vachement intéressante parce qu'elle permet de convertir des chaînes de caractères d'un format à un autre. Donc quand je parle de format, c'est notamment tous les formats d'encodage de caractères type UTF-8, ISO 8859-1 et ce genre de choses-là que vous avez peut-être vu déjà dans votre expérience et qui vont souvent créer des cas où on a des caractères bizarres au lieu d'avoir des accents ou ce genre de choses. Donc on va installer Unidecode. Hop. Voilà, tout simplement. Et puis, on va pouvoir importer la classe Unidecode, pardon. Vérifie que je me suis pas trompé, oui, c'est bien ça. Voilà, et du coup, comment on va s'en servir? Au lieu d'avoir cette comparaison de xpath machin égale URL machin, concrètement, je vais les transformer en utilisant ma fonction Unidecode. Donc, tout simplement, a priori, si je fais ça, ça devrait suffire, pardon. Je peux l'enlever.
On va s'assurer que ça fonctionne toujours bien. Et voilà. Donc là, concrètement, mon script s'est bien passé. J'ai bien transformé mes chaînes de caractères dans un format qui est standardisé et le même pour tout le monde, quel que soit l'encodage de la page web, par exemple. Et du coup, comme on a pu le voir au moment de l'exécution, j'ai une erreur qui apparaît pour oncroll.com puisque je reçois une 403. On n'aura pas eu le temps aujourd'hui, malheureusement, de voir comment gérer ces cas-là et essayer de passer outre, mais peut-être on essaiera de faire ça la prochaine fois. Et puis surtout, j'ai rien qui s'affiche pour assonance.net. Peut-être que ce que je peux faire, c'est rajouter à la fin de ma boucle un petit message. OK pour URL machin. Comme ça, bien sûr que effectivement, au lieu de ne rien afficher, j'affiche que tout va bien. Voilà, une dernière petite exécution pour la route. Et ça marche. Donc là, on a, mine de rien, en sautant des lignes et en n'essayant pas forcément d'être très succinct, un petit script en 60 lignes qui nous permet de vérifier sur une liste d'URL en fournissant les titles, que les titles qu'on trouve avec ce script sont effectivement les valeurs attendues. On va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Je vais ajouter ce script et puis les scripts précédents également sur GitLab et je vous partagerai du coup le lien dans la description du replay sur YouTube pour ceux qui souhaitent récupérer directement le code. Et puis on verra la prochaine fois en fonction, comme je le disais en intro, de mon emploi du temps un petit peu fluctuant ces prochains jours. On verra la prochaine fois d'autres utilisations toujours de cette logique de requête HTTP et notamment peut-être avec, je trouve un bon exemple facile, mais avec une API peut-être, ça pourrait être assez intéressant et un cas d'usage assez classique dans le monde du SEO. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci également à ceux qui vont regarder tout ça en replay. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire sous la vidéo ou bien à me contacter sur Twitter par exemple. Et puis, dans tous les cas, je vous dis merci et puis à la semaine prochaine.